Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce numéro spécial d'émission qui se consacre justement à propos à un sujet assez spécial aussi. En effet, le 11 octobre de chaque année, le monde entier fait une pause et célèbre la jeune fille. Il s'agit notamment d'accorder un peu plus d'attention à ses droits, mais aussi et surtout à ses potentialités, longtemps ignorées ou sous-estimées, et qui l'ont mise dans une sorte de dépendance à tous les niveaux de la société, qu'il s'agisse de la formation, de l'emploi, des responsabilités politiques ou publiques futures, ou encore du mariage. Justement, en parlant de mariage, Plan Bénin a décidé de réfléchir cette année autour de la thématique « Protéger les filles, c'est bâtir l'avenir ». Le Bénin à l'avant-garde de la lutte contre le mariage des enfants. Et c'est autour de ce thème-là que nous allons discuter. L'un des dangers majeurs sur l'avenir de la jeune fille reste en effet le mariage précoce. Dans le monde entier, les statistiques évaluent à plus de 12 millions les filles mises de gré ou de force en situation de mariage, sans égard pour l'inaptitude de leurs conditions physiques, de leurs besoins en termes d'éducation ou de leur avenir. Au Bénin, comme d'ailleurs dans plusieurs pays dans les 4 coins du monde, le phénomène perdure et handicape quelquefois les volontés déployées pour aider la jeune fille à sortir de sa situation précaire actuelle. C'est pour cela qu'on en parle donc aujourd'hui à travers cette émission spéciale avec des invités d'abord autour de la table, mais aussi avec un public. Et je vais commencer à vous présenter celles qui sont autour de la table. D'abord à ma droite, Soumouratou Moussa du Monafi. Madame Moussa, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ces échanges. Le Monafi, c'est le mouvement national en faveur des jeunes filles, c'est bien cela, hein? Et ça fait quoi concrètement? Le Monafi est un creuset national qui regroupe des associations à travers tout le Bénin. Et nous œuvrons pour le leadership féminin, l'autonomisation de la fille, le travail pour la confiance en soi. Et nous luttons aussi pour les DSSR, c'est-à-dire la santé sexuelle et reproductive des adolescents. Vous êtes très focus jeunes filles? Oui, nous sommes focus jeunes filles. Nous travaillons aussi avec les garçons et les hommes. Et nous travaillons sur les thématiques de masculinité positive, les garçons qui accompagnent les filles. À ma gauche, merci beaucoup d'être venu. À ma gauche, Madame Rafiatou Alassane, conseillère technique et juridique de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Madame Alassane, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être à mes côtés. Et la toute dernière invitée autour de la table, Maître Josette Attadé, qui représente à cette table l'Institut national de la femme. Maître Attadé, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de dégager un peu de votre temps pour discuter avec nous autour de cette thématique-là. Je vous l'ai annoncé tout à l'heure, mesdames et messieurs, j'ai autour de moi un public constitué de jeunes provenant d'un peu partout du Bénin et de structures et associations diverses. Chers jeunes filles et jeunes garçons, bonjour. Ça va? Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement et vous auriez certainement remarqué dans le public des personnalités d'attention en fonction de leur profil qui vont contribuer aussi à ces moments d'échange. Je vais commencer déjà par Monsieur Roland Diagali qui est représentant de Plan Bénin sur ce plateau. Monsieur Diagali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup d'être là à nos côtés. Juste à votre gauche, passez le micro à Madame Aimé Mazimpaka. Je prononce bien, désolé. Tout à fait. Mazimpaka, merci beaucoup d'être là avec nous. Coordonnatrice du programme Institut des filles Marie Auxiliatrices, IFMA. La question des jeunes filles va dans l'église maintenant, c'est ça, hein? Oui, bien entendu. La promotion de la femme et de la fille reste une priorité, même au niveau de l'église. Même au niveau de l'église. C'est à ça qu'est engagée les sœurs salésiennes de Don Bosco. En tout cas, on va examiner tout cela tout à l'heure. Nous avons aussi, mesdames et messieurs, des leaders religieux qui sont avec nous. Et là, je me tourne au niveau donc du public à ma gauche. Et nous allons commencer déjà par vous présenter Sa Majesté Métonou Agan, roi de Dangbo. Sa Majesté, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement depuis Dangbo. C'est pas fatigant, ça? Oui. Non, nous œuvrons toujours pour les filles. Et quand nous œuvrons pour quelque chose, nous devons le faire. Et proprement. Et proprement. Oui. Sans être fatigué. Merci beaucoup pour la disponibilité. Merci. Zulkifouli Fassinou, son nom l'indique déjà, hein, est imam, notamment à Dangbo aussi. Cher imam, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de venir jusqu'à nous discuter des questions de jeunes filles. Et puis, un tout dernier invité, toujours côté religieux. Hein. C'est un pasteur cette fois-ci, M. Richard
Micpedo, c'est bien ça? Oui, Micpedo. Micpedo, merci beaucoup, pasteur, d'être venu. La question de jeune fille vous intéresse aussi, pasteur? Oui, très bien. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir fait le déplacement. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, chers téléspectateurs, je vous propose qu'on découvre un peu le visage plus précis de la situation de la jeune fille, à la fois dans le monde, cette année 2025 et aussi au Bénin. Et là-dessus, je vais donner la parole à M. Diagali, qui représente le Plan Bénin sur ce plateau. M. Diagali, à quoi ressemble un peu le phénomène du mariage précoce des jeunes filles? Merci, monsieur le journaliste. En prélude à la célébration de la Journée internationale de la fille, Plan international Bénin conduit chaque année une étude et sort un rapport sur la situation des filles dans le monde. L'étude de cette année s'est focalisée sur les filles en situation de mariage ou d'union dans 15 pays à travers le monde. Et à côté de nous, le Togo, le Niger et le Nigeria font partie des pays qui ont fait l'objet de cette étude-là. C'est ça. Et il y a un certain nombre de conclusions phares qui sortent de cette étude cette année, notamment le fait que des 254 filles qui ont fait l'objet de cette étude, on remarque que 70% d'entre elles sont toujours en situation de mariage, 20% d'entre elles sont déjà divorcées et le reste vit dans des conditions telles qu'elles ont déjà perdu, hélas, leur conjoint. On va rappeler les conditions. Hein. Quelle est la tranche d'âge objet de cette étude-là pour justement révéler encore la profondeur de ce mal? La tranche d'âge de l'objet de cette étude va de 14 ans à plus. Okay. Parce qu'il y a certaines filles qui sont entrées dans le mariage, qui aujourd'hui sont déjà majeures, mais au moment où elles entraient dans le mariage, elles étaient encore mineures. Et c'est là justement l'intérêt de cette étude-là pour cette catégorie de filles. Alors, quand on regarde un peu les chiffres, ce n'est pas très encourageant, hein, en tout cas pour les acteurs qui sont impliqués dans le sujet. La situation des filles dans le monde n'est pas rose en termes de mariage des enfants, parce que comme vous l'avez annoncé au départ, plus de 12 millions de filles dans le monde sont touchées par ce phénomène-là. Tout à fait, oui. Le Bénin n'échappe pas à la situation. Je reconnais que nous sommes sur la très bonne voie en matière de lutte contre ce phénomène au Bénin, mais tant qu'il y a encore des filles qui sont touchées par ce phénomène, notre action se justifie encore plus. Le Bénin, justement, puisque vous l'aviez évoqué, quel est le visage du phénomène chez nous? La situation du mariage des enfants au Bénin fait l'objet d'un suivi attentif au niveau du gouvernement béninois et le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, qui est présent dans cette émission, va certainement aborder tout à l'heure la question et partager avec nous cette situation-là. Mais en tant qu'organisation de développement, Plan international travaille aux côtés du gouvernement pour adresser cette question-là. Madame Alassane, justement, la physionomie du phénomène au Bénin, à quoi ça ressemble? Alors, je vous remercie d'abord pour la question et puis je remercie tous les acteurs ici présents. Hein. Il faut dire déjà que depuis les années 90, l'État béninois a inscrit déjà dans la Constitution du Bénin qu'une partie des citoyens sont des citoyens à protéger. Parmi ces citoyens à protéger existent les enfants. Donc l'enfant est une personne vulnérable qu'il faut protéger. Puisqu'il faut protéger l'enfant, nous avons remarqué que dans cette catégorie d'enfants également, il y a la jeune fille qui est encore plus exposée par rapport aux jeunes garçons. Parmi les dangers que court la jeune fille, il y a le mariage précoce que nous abordons aujourd'hui. Alors, pour mieux protéger la jeune fille et la soustraire de ce danger-là qui la guette à tout moment et à tout instant, l'État béninois a fait de la question du mariage, de la lutte contre le mariage des enfants une priorité. Alors, la lutte contre le mariage des enfants est une priorité chez nous, au Bénin. L'État béninois a pris des engagements forts à cet effet. Tout récemment, d'ailleurs, nous avons, le Conseil des ministres du 3 septembre passé a
adopté un programme de lutte contre le mariage des enfants. Avant qu'on voit un peu toutes les actions qui sont entreprises, à quoi ressemble la vie de la jeune fille par rapport justement à la question du mariage précoce au Bénin? La vie de l'enfant, la jeune fille au Bénin, aujourd'hui, quand nous interrogeons un peu les statistiques, nous voyons qu'à peu près 30% d'enfants sont envoyés en mariage précoce. Ah oui, au Bénin? Au Bénin. Environ 30% d'enfants sont envoyés précocement en mariage au Bénin. C'est des chiffres vraiment assez alarmants. Il faut intervenir, il faut poser des actions concrètes, il faut poser des actes concrets. Et ça ne va pas se faire seulement au niveau du gouvernement. C'est et le gouvernement, et les parents, les leaders religieux et toute la communauté, y compris nos partenaires. Je crois qu'on en a réuni une bonne palette au cours de cette émission. Je vais donner la parole à Madame Soumouratou pour dire deux choses sur les statistiques qui sont entendues par ici. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui êtes sur le terrain? Déjà, j'aimerais préciser que lorsqu'on parle des mariages d'enfants, il s'agit aussi des unions informelles qu'on remarque dans la communauté. Les jeunes filles, c'est quoi les unions informelles? Les jeunes filles se marient, mais pas forcément légalement. Elles rejoignent le monsieur. Et cela, en fait, ça se reflète, les statistiques qui sont évoquées se reflètent dans la communauté. Nous remarquons qu'il y a des cas d'enlèvement qui sont remarqués, des mariages qui sont contractés à cause des pactes, des alliances que certaines familles ont. Et il y a aussi la pauvreté qui est un prétexte pour encourager, la pauvreté est un prétexte qui fait que les parents pensent qu'il faut donner leur fille en mariage. Donc, ces statistiques se reflètent et nous y travaillons en tant qu'activistes. Nous travaillons à sensibiliser les jeunes sur l'autonomisation, sur le leadership et leur montrer que le mariage n'est pas la solution pour pour sortir de la pauvreté. Ça ne vous décourage pas? 30% au plan national, 70% à la limite de la sous-région, ça montre un peu que les actions n'ont pas d'efficacité, non? Les actions de l'efficacité, c'est vrai que ça tarde à descendre, mais des constats se remarquent. On remarque que les choses changent. Beaucoup de jeunes filles sont en train de prendre conscience du fait que ce n'est pas le mariage qui est la solution. Elles prennent conscience du fait qu'il faut apprendre un métier, aller à l'école et se développer. C'est vrai, il y a encore des cas. Il y a encore des cas dans nos communautés, même dans les milieux les plus reculés, en ville, où on remarque qu'il y a des mariages, des unions, mais ça diminue. Maître, attendez. Vous représentez l'Institut national de la femme sur ce plateau. Quelle est l'oreille ou l'écho qui parvient justement à l'Institut depuis qu'il est installé par rapport justement à cette thématique-là? Alors, merci beaucoup. Par rapport au mariage précoce, contrairement à vous qui vous attendez à ce que les acteurs de la société civile, l'Institut national de la femme et tous ceux qui luttent contre le phénomène, contrairement à un sentiment de désolation, de découragement, moi j'estime, et c'est aussi le cas de l'Institut national de la femme, que c'est important que les chiffres grimpent ou que ça ne baisse pas tout de suite. Parce que les 30%, les 70% dont nous sommes en train de parler, c'est d'abord et avant tout des cas déclarés. Et plus on a de cas déclarés, plus on a l'indice que la famille, les jeunes filles, les jeunes parents savent que désormais c'est quelque chose de mal. Ce n'est plus tout à fait, on ne peut plus se cacher tout à fait derrière le fait que la coutume l'a prévu, on va garder la chose en famille, on ne va pas en parler. Plus nous avons les statistiques, plus nous savons que la population en parle et plus nous avons la latitude de pouvoir agir pour lutter contre le mariage précoce. Madame Alassane, en quoi est-ce que justement le mariage des enfants est une violation des droits au Bénin? Alors, pour répondre à la question, il faut d'abord dire c'est quoi les droits humains. Alors, je dirais qu'un droit humain ou les droits humains sont toutes prérogatives accordées à un être humain, un sujet de droit. Alors, ces prérogatives-là se rapportent à son droit à la vie, droit à la liberté, droit à l'expression, droit à l'éducation et puis autres. Alors, quand on définit les droits humains en ces thèmes-là, soustrait la jeune fille
du système éducatif pour l'envoyer dans un foyer très précocement, c'est la soustraire d'abord dans son milieu habituel de vie, dans son milieu où elle pourra s'épanouir, dans son milieu où elle pourra grandir, avoir ce développement physique, ce développement moral, ce développement intellectuel et ce développement spirituel. Quand on la soustrait de ce milieu-là et qu'on l'envoie dans un milieu qui est un milieu destiné aux adultes, déjà préparés à la vie active, déjà préparés aux vicissitudes qu'on rencontre dans ce milieu qui n'est pas un milieu tranquille. Le milieu matrimonial n'est pas un milieu tranquille. Alors, soustraire l'enfant de son cadre de jeu, de son cadre d'épanouissement, de son cadre de développement naturel et l'envoyer dans un foyer où tout de suite elle va rencontrer les problèmes de maternité, tout de suite elle va rencontrer les problèmes de violence. Parce qu'en tant qu'enfant, elle va vouloir s'exprimer, elle va vouloir faire son jeu d'enfant et tout de suite on va lui opposer un nom. On va lui rappeler qu'elle est déjà responsable. On lui donne déjà une responsabilité plus grande que son âge, c'est lui ôter vraiment tout droit à l'épanouissement, tout droit au développement sain. Madame Mazimpaka, justement, en quoi est-ce que la situation de la jeune fille, mettons précocement en mariage, est une violation de ses droits? Alors, il faut retenir définitivement qu'une enfant n'est pas une épouse. Et effectivement, il s'agit d'une privation des droits qui lui permettent réellement de se découvrir, de vivre son enfance, de découvrir son potentiel et de s'affirmer en société. Eh bien, si ce n'est pas possible pour elle de jouir de ses droits et qu'elle se retrouve directement dans un foyer, cela rend vraiment difficile les choses pour elle. Cela rend difficile les choses pour elle. Et c'est ça qui fait que, justement, on a l'impression qu'elle est en décalage par rapport, justement, aux nouvelles conditions qu'on lui fait. Je voulais faire un tour rapidement chez les leaders religieux pour permettre à ce qu'on recueille aussi leur avis par rapport, justement, à la question, puisque, généralement, quand on parle de mariage précoce, on a souvent tendance à regarder du côté des religieux. Pasteur Mipedo, désolé, j'ai beaucoup d'acrobatie à faire pour retenir votre nom. Pasteur Mipedo, est-ce que la situation, vous la ressentez dans votre espace religieux? Vous constatez vraiment que ce phénomène perdure? Oui, bien sûr, cela se passe partout et nous sommes plus au contact de la basse couche. Et puis cela, on constate tout ce qui se passe. Et je voudrais vous dire que Dieu, en créant, si on retombe sur la création, oui, vous verrez que quand il a tout créé, en créant l'homme, il a vu qu'il est bon, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est là qu'il créa la femme, oui, Ève, aux côtés de l'homme. Oui. Et puis, ce qui s'est passé est que l'homme, voyant la femme, il a poussé un soulagement. Alors, si la femme, ça s'est passé aussi de façon réciproque, alors ça veut dire que le mariage, ce qui doit naître du mariage, c'est que l'on soit heureux, que l'on soit bien posé. Et pour que cela soit ainsi, il faut nécessairement à ce qu'il y ait un consentement, qu'il y ait une acceptation réciproque. Et puis, vous voyez, l'enfant qui n'a pas de décision, qui ne connaît rien, ne peut pas accepter, ne peut pas entrer dans cette dynamique de consentement. Ce sera un peu difficile. Comment, à votre niveau, justement, en tant que pasteur, vous faites attention à ce phénomène pour éviter qu'on amène vers vous des fiancés qui n'ont pas l'âge d'aller dans un foyer? Oui, justement, nos enseignements, nos accompagnements des couples et puis au niveau des jeunes sont axés sur
des trucs pareils pour les amener à comprendre qu'il faut une maturité avant de s'engager dans... Et la maturité chez vous, pasteur, à l'église, c'est quoi Non, nous n'avons pas une logique qui dépasse ce qui est prévu dans la loi. Donc, il faut être majeur, il faut avoir 18 ans avant de se marier. Ah oui, carrément. Imam, je voudrais vous donner la parole aussi, hein, Imam Fassinou. Les mêmes questions que le pasteur. Est-ce que vous faites attention autour de vous et est-ce que pendant les prêches, pendant l'école coranique et les leçons que vous leur apprenez, vous faites un peu l'accent sur ce phénomène-là dans votre quotidien? Bismillah, alhamdulillah, summa salatu wa salam ala rasulillah. Ok, merci beaucoup de m'avoir donné la parole et je vous en remercie. Dans notre culte islamique, c'est constaté parce qu'il y a tous ces gens de réactions sont toujours faits dans les basses couches, comme l'a dit le pasteur. Mais vous mobilisez du monde autour de vous. Ouais. Est-ce que vous faites attention? Du monde autour de nous. Ces gens de mariage ne se font pas dans des mosquées. Vous allez voir que c'est des concubinages qui sont... C'est des choses qui font déjà entre les jeunes, hein, ou bien les vieux aussi qui exagèrent aussi. Comme ils ont de l'argent, ils proposent de l'argent aux familles. Ah bon? Bon, quand les familles voient que... mais il faut que d'autres familles aussi savent que il faut pas donner nos enfants à dire n'importe comment parce que on a besoin d'argent ou bien nous sommes on a des problèmes, tout ça là. Les problèmes ne peuvent pas se résoudre comme ça, jamais. Il faut qu'on sache que les enfants, nos enfants là, c'est des biens naturels que Dieu nous a donnés. Et ces biens-là, au moins, on doit les conserver, on doit savoir les gérer correctement. Parce que chacun a sa responsabilité à rendre devant Dieu. Voilà. Mes chers imams, on sait le Coran, pasteur, la Bible aussi le demande. La femme doit être, mettons, vierge pour aller dans le mariage. Quand une jeune fille qui n'a pas l'âge tombe enceinte, il me semble que ça s'arrange dans les mosquées, dans les églises aussi, pour rapidement l'envoyer en mariage, quel que soit son âge, pour éviter que ça s'éclate, mettons, au grand jour. Comment vous gérez ça, imam, quand une jeune fille, 14 ans, 15 ans, tombe enceinte, alors qu'en principe, elle devrait être vierge jusqu'au mariage, et qu'elle est musulmane? Comment vous faites? Mais ces genres de choses-là, vraiment, les gens n'exposent pas ça. C'est-à-dire au niveau des grandes mosquées comme ça, jamais. Ah bon? Vous n'allez jamais voir ces gens de mariage célébrés dans une mosquée. Jamais. Ça se fait déjà en concubinage et peut-être c'est après l'accouchement parfois qu'on invite l'imam l'imam viendra faire célébrer. Mais vous n'allez jamais entendre l'âge de la femme ou bien l'âge de l'homme, jamais. Voilà. Ça ne se découvre pas comme ça. On va donner la parole à Sa Majesté. Généralement, quand on évoque ces phénomènes, tous les regards se tournent vers la tradition et vers les habitudes traditionnelles. Et on regarde justement, vous, acteurs de la conservation de la tradition, avec des yeux accusateurs surtout. Alors, autour de vous, ça continue ou ça ne continue pas? Non, ça ne continue plus chez nous. Hein. Parce que nous sommes en train de faire une lutte en synergie. Et nous alertons tout le monde parce que moi, je fais partie de la Haute Autorité royale du Bénin où je suis rapporteur général, où nous nous organisons les derniers samedis du mois et les derniers jeudis du mois à Cotonou ici, où nous disons les actualités de chaque village ou de chaque contrée où nous disons tout ce qui se passe. Et je salue Madame Atropossou, Madame le préfet de l'Ouémé, Apotrossou, oui, qui lutte beaucoup avec la directrice Odio Solange
et la directrice chargée de la je crois, protection des enfants de la microfinance, oui, et qui est en train de mener une lutte au quotidien. Donc, chaque fois, nous nous rassemblons avec les groupes de tout ça là pour mener des luttes. Parce que les enfants, même la fois passée, ils ont posé un problème concernant nos filles. Parce que nous ne pouvons pas faire la promotion des filles sans les encadrer, sans leur dire beaucoup de choses sur la protection des enfants. Qu'est-ce qui se passe? Nous voyons nos jeunes filles qui sont aptes, qui vont à l'apprentissage. Mais qu'est-ce qu'il y a un problème de tout ça là? C'est la pauvreté. Quand le papa n'a pas les moyens, la maman n'a pas les moyens aussi, ils donnent leur fille en mariage très précoce. Et ils disent parfois, les patronnes ou les patrons aussi œuvrent pour ça. Ou les enfants, un apprenti chauffeur qui trouve un peu de l'argent, ou un apprenti vitrier qui trouve un peu de l'argent, finance la fille, et la fille, de temps en temps, va chez l'homme là, et il arrive à l'enceinte précocement. Qu'est-ce que nous allons faire? Si nous voulons faire la promotion de cette fille, nous devons mener une lutte. Et c'est ce que vous faites déjà. Merci beaucoup, Sa Majesté. Je voulais retourner la parole à M. Roland Diagali pour nous faire une petite comparaison entre la situation du Bénin, au cœur même de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique. À quoi ça ressemble, le Bénin? La situation du Bénin n'est pas tellement différente de celle des 3 pays de la sous-région qui ont fait l'objet de cette étude, notamment le Niger, le Nigeria et le Togo. La situation au Bénin est la même. Elle est caractérisée par le fait que des milliers de filles continuent de faire face à la menace du mariage d'enfants, à la menace des unions. Vous voyez, le mariage des enfants et ces unions sont un ensemble de pratiques qui concentrent en elles-mêmes la négation de plusieurs droits de la fille. Une fille en mariage ou en union met en berne son éducation, sa scolarité. Ça, c'est déjà un premier niveau de problème. Ensuite, elle fait face à toute une batterie de violences, qu'elles soient physiques, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient sexuelles. Elle fait face à tout ça là au sein du ménage. Ensuite, elle n'a pas accès aux opportunités d'emploi pour assurer son autonomie économique. Sa liberté d'expression également, elle n'en jouit pas pleinement. Et cette situation, des milliers de filles continuent de le vivre dans notre pays. Il faut également remarquer que la situation des filles dans notre pays en lien avec cette question de mariage s'est beaucoup améliorée ces derniers temps à cause de la lutte synergique qui existe entre les acteurs gouvernementaux, les organisations de la société civile que nous sommes, ainsi que les organisations de jeunes qui continuent véritablement à nos côtés à pousser loin la lutte. Nous avons espoir qu'avec la conjugaison de tous ces efforts, nous allons bâtir un jour une société où toutes les filles, où qu'elles soient en ville ou en milieu rural, seront à l'abri de toutes les formes de violence qui pourraient leur être faites, y compris la question du mariage des enfants. Mais pour le moment, nous en sommes encore en route. Nous n'avons pas encore totalement atteint l'objectif. Il y a beaucoup de choses à faire, en effet. C'est d'ailleurs pour cela que je voudrais qu'on marque une pause pour aller à la régie, suivre un peu cet élément témoignage qu'on a réalisé à l'occasion. Alors, c'est une jeune fille, bon, actuellement, elle est majeure, qui avait connu justement cette situation de mariage précoce. Elle a été contrainte et s'est même retrouvée par la force des choses au Nigeria. Elle a donc vécu pas mal de choses qu'elle partage avec nous dans cet extrait que nous avons recueilli pour vous. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la fille, Plan International Bénin lance la campagne End Child Marriage, mettre fin au mariage des enfants. Dans le nord du Bénin, les crises humanitaires bouleversent des millions de vies. Au cœur de cette situation, les filles et les femmes sont confrontées à des violences, à l'extrême pauvreté et à des pratiques néfastes comme le mariage forcé. Mais malgré tout, elles luttent pour un avenir meilleur.
pas seulement détruit des maisons, elle a arraché aux filles leurs droits à l'éducation, leur santé et leur épanouissement, les contraignant parfois à des mariages forcés et les privant d'un avenir. Face à cette situation, Plan International Bénin agit aux côtés des partenaires locaux pour protéger les filles et soutenir les familles affectées. Nous luttons contre le mariage forcé, nous aidons les filles à retourner à l'école et nous offrons un accompagnement psychologique et matériel aux déplacés internes et réfugiés. Selon la base de données nationale SIDOFE Nouvelle Génération, sur la période du 1er janvier 2023 au 24 septembre 2025, 438 cas de mariage d'enfants forcés ont été enregistrés au Bénin, dont 66% de cas dans les 4 départements du Nord, ce qui témoigne de la persistance du phénomène. Grâce aux sensibilisations, aux séances de sensibilisation qui sont faites à travers la communauté, qui sont faites également à travers les émissions radio, les organisations non gouvernementales, les ONG comme Plan, UNICEF, Educo et tous ces autres acteurs qui sont sur le terrain, Batonga également, qui joue vraiment un grand rôle, qui sont sur le terrain, qui sensibilisent la population, qui parlent exactement de cette loi de 2021 portant les infractions commises à raison des sexes en République du Bénin, a fait qu'aujourd'hui, les gens ont la facilité de dénoncer les cas de mariage d'enfants. Derrière chaque visage, il y a une histoire. Derrière chaque histoire, il y a un rêve, liberté, d'éducation et de changement. Et ensemble, ces filles construisent la résilience face à la crise. Ce que je pourrais dire pour conclure, c'est d'inviter la population et toute la population à vraiment comprendre que la fille aussi a droit d'aller à l'école, la fille aussi a droit de mûrir et de faire son choix. La législation béninoise le lui accorde. Et il faut que la communauté comprenne que notre culture qui ne nous apporte pas quelque chose de bien, on doit à un niveau donné essayer de la mettre de côté pour pouvoir protéger nos enfants. En soutenant les filles aujourd'hui, nous construisons une société plus forte, plus juste et plus résiliente demain. Chaque action compte, chaque soutien construit un avenir. De retour sur ce plateau, on a pu suivre tous, je dois dire, cet extrait-là, témoignage d'une femme qui a vécu un peu le phénomène. Nous avons un public, je voudrais commencer déjà à recueillir l'avis
des jeunes filles et garçons qui sont là très engagés en tout cas contre ce phénomène à travers diverses associations. Je voudrais qu'on donne la parole à mademoiselle. Vous allez vous présenter. Allez-y, vous allez vous présenter. Vous allez dire de quelle structure vous provenez et vous nous direz qu'est-ce que cet extrait ou l'expérience de cette dame vous a inspiré. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour la parole accordée. Moi, c'est Inès Lokosu. Je suis spécialiste en développement communautaire. Je suis la chargée de projet de l'organisation Jeunes Filles mais Engagées, qui est une organisation féministe qui œuvre pour lutter contre la stigmatisation des jeunes filles mères et aussi qui œuvre pour la promotion des droits en santé sexuelle et reproductive. Par rapport à cet extrait que nous venons de regarder, j'aimerais dire que les filles, leur situation au Bénin concernant le mariage précoce a eu quand même une avancée. Elle a eu une avancée parce que déjà qu'on dénonce ça et qu'il y a même des extraits qui passent pour montrer à la population que cette situation n'est pas une bonne situation. Je pense qu'il y a déjà une avancée. Et je remercie Plan International qui œuvre quand même pour cet objectif-là. Alors, j'aimerais compléter que la jeune fille, elle a le droit de décider si, quand et avec qui elle va se marier. Parce que lorsqu'on l'enlève de son cadre d'épanouissement moral, physique, spirituel, matériel, et qu'on l'emmène dans un autre cadre, un cadre pour lequel elle n'a pas été préparée, je pense que là, nous sommes en train d'aller, de foncer dans le décor, ce décor-là qui n'est pas du tout bien pour elle, qui n'est pas bien pour la promotion des droits humains. Pourquoi Merci. Pas. On va passer la parole à tonton. Il va nous dire, vous allez vous présenter, vous allez nous dire ce que vous pensez de cet extrait aussi. Merci, monsieur le journaliste. Ici, c'est monsieur Fayon Crespin. Je suis un jeune entrepreneur dans le domaine de la fabrication du charbon écologique. Compte tenu de cet extrait, moi, j'aimerais donner mon opinion à ce niveau que, malgré que cette fille a été retrouvée et encore elle est mise en forme pour assurer ses rôles, et je crois déjà que les structures et les personnes engagées dans ce domaine jouent pleinement leur rôle. Et dans ce contexte que je dis qu'une femme qui s'est mariée précocement est soumise à des problèmes, mais dès lors qu'elle reconnaît qu'elle est entrée dans ce désert de misère, et elle retourne, il faudrait qu'elle mette dans sa tête qu'il y a encore de progrès, il y a encore des choses à faire pour l'amélioration. Que l'avenir n'est pas perdu. Que l'avenir n'est pas perdu. Je vais recueillir quelques avis aussi de ce côté-là. Qui a envie de prendre la parole là rapidement? Oui, allez-y, monsieur. Vous allez vous présenter, vous allez dire 2 mots. Merci beaucoup. Et je suis Noé Consola Soronkonou et je suis coordonnateur national de l'Association nationale des conseils d'enfants du Bénin, ANACEB, qui est également une organisation partenaire du Plan Bénin. J'avoue qu'à la fin de l'extrait, avant la fin de l'extrait, moi j'ai failli couler les larmes. Pourquoi? Vous êtes si émotif? Je vois combien de fois nous luttons, nous travaillons, que ce soit Plan, que ce soit l'INF, que ce soit toutes ces organisations qui travaillent, même le gouvernement avec ses efforts et ses pratiques continuent toujours. Mais nous croyons quand même en l'avenir et nous savons que, voilà, avec l'appui des CUPS qui sont installés désormais au Bénin et les programmes que Plan International Bénin est en train de mettre en place, nous croyons vivement que ces tendances vont changer. Alors je vois que cette femme, elle est également très courageuse et moi je voudrais simplement dire à toutes ces femmes, à toutes ces filles, à toutes ces jeunes femmes qui nous observent, qui nous écoutent, d'être également courageuses comme elle et de ne jamais accepter de rester dans le cercle infernal, de sortir, de parler, parce que dès qu'elles vont commencer par parler, elles vont commencer par guérir. Parler, c'est guérir et c'est ce que je voudrais vraiment dire. Une jeune fille a envie de dire 2 mots, qui? Oui, allez-y. Merci beaucoup. Moi, c'est Claudia Royonsi. Je suis la secrétaire générale du comité Sud Monafi. Moi, après cet extrait, j'étais à la fois heureuse et malheureuse. Malheureuse parce que la fille a dû subir tout ça avant maintenant d'être ramenée
et d'être suivis par Plan et les GUPS. Et ce que je voudrais dire aux filles, quand vous êtes confrontées à ce genre de problème, essayez de trouver quelqu'un et de parler. Parler, dénoncer, ça va aider ceux qui sont dans le problème de pouvoir trouver la force également d'aller vers quelqu'un et d'en parler. C'est très important. Et je remercie beaucoup Plan International, le gouvernement et toutes les structures qui contribuent à ce que ce phénomène soit complètement éradiqué. Je vais venir autour de cette table. Réaction par rapport à l'extrait? Je suis heureuse que cet extrait soit partagé parce que beaucoup de ces cas s'observent et nous, activistes avec Plan International Bénin et les organisations étatiques comme les GUPS, nous œuvrons pour que ces cas soient dénoncés et que les personnes qui en sont victimes retournent dans la vie active et fassent les activités comme c'était avant. J'aimerais dire à celles qui ont peur de dénoncer que c'est idéal de dénoncer parce que quand on reste dans un mariage précoce, c'est après un enfant qui fait un enfant et c'est beaucoup d'autres problèmes qu'on gère. Il n'y a pas de développement, c'est un cercle qui se mord la queue et il faut quitter ce problème-là parce que après, c'est soi qui subit. On subit la pression de la belle famille, on subit la pression de sa propre famille. Et avec les enfants, on ne sait pas forcément comment s'y prendre. Et c'est beaucoup de problèmes pour l'avenir. Maître. Déjà heureuse de voir que la jeune fille est rentrée chez elle, retrouver la chaleur de sa famille, de ses parents, une formation professionnelle. Mais au-delà de tout ça, et après? Et après, c'est là que l'Institut national de la femme pourrait entrer en jeu, offrir l'accompagnement psychologique. Parce que oui, tout le monde est heureux de la voir rentrer chez elle, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Lorsqu'elle est seule avec elle-même, lorsqu'elle est seule le soir, qu'elle s'endort, est-ce qu'il y a eu des viols? Quelles sont les agressions qu'il y a eu? Eh bien, il faut avoir un jour le courage d'en parler à un professionnel. Et l'Institut national de la femme offre cet accompagnement-là à toutes les victimes qui osent en parler. Mais après ça, il faut aussi la poursuite judiciaire. C'est très important. Et c'est un signal important pour dire, oui, la jeune fille a été envoyée en mariage. Aujourd'hui, elle est rentrée dans sa famille. La personne lambda pourrait dire, bon, il n'y a plus rien à poursuivre, c'est bon, tout est rentré dans l'ordre. Mais il est important de poursuivre pour pouvoir protéger ma fille, votre fille et les autres filles qui pourraient rencontrer toutes les personnes qui sont entrées en ligne de compte pour que cette infraction soit une chose. Il est très bien de chercher justement à réparer les torts moraux et psychologiques. Et c'est dans cela que d'ailleurs l'Institut national de la femme est très engagé. Mais en même temps, si la victime a déjà fait des enfants et que les enfants se trouvent être des enfants de celui qui est présenté comme son bourreau, comment vous faites la poursuite judiciaire sans davantage casser des œufs pour peu d'omelettes à la fin? Alors, malheureusement, nous ne ferons jamais des omelettes sans casser des œufs, comme on le dit. Et s'il suffisait, ou si le fait d'avoir des enfants était une circonstance atténuante, eh bien, l'idée serait de marier nos filles le jour de leur ovulation, d'avoir un viol le soir même du mariage et de se dire « je suis à l'abri de toute poursuite ». La loi, à cette étape, ne fait pas d'exception ou ne crée pas comme situation atténuante la naissance d'un enfant. Une infraction a été commise, il faut la punir, la sanctionner pour protéger un maximum de personnes. Et la loi béninoise depuis 2021 va plus loin en criminalisant le mariage précoce et en précisant que même le consentement de la victime ne peut entrer en ligne de compte. Et c'est là que l'Institut national de la femme, c'est vraiment fascinant, puisque nous avons la personnalité juridique qui nous permet d'aller au bout des procédures, même lorsque la partie principale décide d'y renoncer. Madame Alassane, il y a quand même un aspect qui est très intéressant aussi, sur lequel on peut en tout cas épiloguer au regard de la loi, parce que si elle est rentrée précocement dans le mariage, elle a grandi déjà. Oui, elle a grandi déjà, mais l'acte, sinon l'infraction est commise lorsqu'elle était mineure. Et c'est là le point de départ.
C'est en ce moment-là qu'il faut aller chercher l'infraction. Et si les éléments constitutifs existent, il faut punir. Alors, en suivant l'élément, ce que moi j'ai envie de dire d'abord, c'est de saluer la synergie d'action entre les acteurs. Nous avons entendu la société civile, en collaboration avec nos assistants sociaux, les CPS, qu'on appelle maintenant GUPS, qui se sont mis ensemble pour ramener la fille. Elle est revenue, mais beaucoup d'autres encore ont besoin d'aide. C'est le moment plus que jamais pour que tous les acteurs s'unissent davantage pour qu'on puisse sauver celles-là qui sont encore dans le besoin. Et là, vous allez me permettre de lancer un appel fort à la communauté. Parce que les infractions, sinon ces mariages précoces-là, c'est souvent dans la communauté que cela se passe. C'est la communauté également qui s'érige en bouclier, en protectrice des auteurs. C'est la communauté qui refuse de dénoncer. On est si proche, on est cousin de l'autre, on est tante de l'autre, on est dans un cercle un peu fermé. C'est le village. C'est pas parce qu'on est tante, c'est pas parce qu'on est cousin qu'il faut foutre la vie de l'autre en l'air. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de notre bien vivre ensemble. Il s'agit, c'est-à-dire la question de la protection de la fille ou de la jeune fille, ou même de l'enfant en général, n'est pas qu'une question de droits humains. C'est plus que ça. C'est une question de développement pour le pays. C'est pourquoi le gouvernement en a fait une priorité. On est conscient aujourd'hui qu'il ne faut pas soustraire du tissu de développement un seul citoyen. La fille a un potentiel. La fille a des capacités. Il faut lui permettre d'éclore tout son potentiel pour participer efficacement au développement du pays. Pour cette raison, aucun mariage précoce ne sera toléré. C'est une tolérance zéro au mariage des enfants. Merci beaucoup. Et il faut punir tous les acteurs impliqués, que ce soit les leaders religieux, que ce soit les parents, parce que la loi est claire là-dessus. Dans la définition du mariage précoce, la loi dit que le mariage précoce est le fait de vivre une union matrimoniale, c'est le fait d'organiser, c'est le fait de célébrer. Vous voyez, c'est tout un ensemble de faisceaux qui concourent à la définition du mariage précoce. Celui qui a organisé, celui qui a célébré, celui qui a vécu l'union, tous ces acteurs-là sont des acteurs à décourager parce que le Bénin en a besoin. Je vais me tourner vers les religieux et têtes couronnées. Sa Majesté, vous avez fait constater tout à l'heure que généralement c'est la situation de pauvreté de la femme ou de la jeune fille qui, parfois, postule davantage à la pérennité de ce phénomène-là. Mais est-ce que c'est fondamentalement et uniquement la pauvreté qui peut expliquer ça selon vous? Il y a la pauvreté, il y a aussi l'éducation de nos enfants. Un enfant qui n'est pas bien éduqué dès le bas âge, qui, quand le papa ou bien la maman dit autre chose, bien le papa est là, la maman aussi est là, et la maman fait pression sur le papa, ou le papa fait pression sur la maman, ils n'ont pas d'entente entre eux pour sauvegarder la vie de leurs enfants. Quand il dit ça, l'enfant trouve des opportunités et elle quitte la maison. Elle sort quand elle veut, elle revient quand elle veut. Si c'est ainsi, l'enfant ne peut pas bien vivre. C'est pourquoi nous œuvrons. Nous saluons le président de la République jusqu'au ministère ministère de la Famille, parce que quand il n'a pas la paix dans la famille, il ne peut pas avoir la paix dans les églises. Dans toutes les confessions religieuses, il n'aura pas la paix. Donc nous devons œuvrer pour qu'il y ait la paix dans toutes les confessions religieuses et traditionnelles, tout le monde, pour que nous vivons en harmonie dans notre pays. J'ai parlé de pauvreté, mais la tradition aussi parfois peut être, je dois dire, un phénomène, ou en tout cas un bon prétexte pour mettre la jeune fille en situation de mariage. J'ai soumis tout à l'heure ma question à l'imam et au pasteur. Il faut aller dans le mariage toute vierge. Et quand une grossesse survient comme ça, vous êtes aussi, en tout cas, parfois accompagnateur d'un mariage immédiatement. Non, nous, on n'arrive pas à œuvrer pour le mariage des enfants précoces. Nous, on fait le mariage coutumier. Et quand on fait le mariage coutumier... Vous demandez leur âge, vous leur demandez leur âge d'abord avant de faire le mariage coutumier. Quand on apporte la dot avec les liqueurs très chères là... On lutte pour ça. Ah oui?
on lutte pour dire si un enfant n'est pas encore l'âge majeur, n'a pas 18 ans, plus que ça, elle ne doit pas aller dans le mariage. Et après l'acte là, on doit doter, nécessairement. Parce que la dot, quand vous voyez qu'on ne peut pas doter une fille, donc c'est inutile d'aller en mariage. Et quand on parle de dot là, ce ne sont pas des choses rocambolesques. On fait des bon? C'est pas beaucoup de centaines de mille là où... Non. On fait ce qu'il faut faire pour que la fille passe en mariage. Pasteur, la Bible dit qu'il faut aller en mariage vierge. Et une de vos fidèles qui tombe enceinte, alors qu'elle est encore mineure, comment vous faites? Bon, en fait, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais si cela arrivait, là, on place les choses là où cela doit être. Autrement dit, on informe qui de droit pour que ce qu'on doit faire se fasse. Alors, l'enfant qui n'a pas l'âge et qui tombe enceinte, ce n'est pas le vœu du pasteur ni des parents. Mais là, la situation en face, il fait quoi? Eh bien, ça se présente et puis là, on se rapproche des centres sociaux pour avoir quelle conduite à tenir. Imam? Eh bien, bien avant cela, oui, allez-y. Par rapport à ce que vous aviez demandé, vous voyez, ce phénomène est plus visible et tangible dans les villages, en zone rurale. Ah bon? Je parle d'enlèvement en ville, c'est oui, les plus enlèvements. réduit. Ok, d'accord. Donc ça veut dire que là, il y a aussi le sens, je m'excuse, d'analphabète qui agit aussi. Et puis l'ignorance, tout ça fait partie des éléments qui encouragent un peu ce l'analphabétisme, à votre sens, est une des causes, justement. Imam, est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles les filles se retrouvent en mariage précoce, à votre avis? Il y en a. Seulement, la pauvreté, comme on l'a toujours dit, parce que dans le Coran, le Créateur des cieux et de la terre a dit dans le Coran, La taqtulu awladakum khashyata imlakin, nahnu narzuqukum wa iyahum. Dieu a dit, ne tuez pas vos enfants, ne les tuez pas, c'est-à-dire par peur de la pauvreté, parce que c'est nous qui subsistons à vos besoins et à leurs besoins aussi. Donc, quand Allah a créé un être humain, c'est pour assurer sa protection et c'est pour le protéger de sa naissance jusqu'à sa tombe. Donc Dieu, quand il crée quelque chose, il prend la responsabilité de la protéger et de faire tout ce qu'il aura besoin dans ce bas monde. Donc, quand les gens ont par peur, ils laissent leurs enfants dans la misère. C'est dans la misère. Parce que quand vous avez un enfant que Dieu vous a donné, c'est quelque chose à ranger, à bien protéger et à prier Dieu pour que ça soit vraiment quelque chose que la personne va jouir de ça jusqu'à sa mort. Mais les gens, par peur, ils laissent les enfants dans la pauvreté. Mais il y a aussi la question d'honneur aussi, Imam, la question de l'honneur. Oui. Comme dans des zones reculées, peut-être dans le nord comme ça, là, vous allez voir quelqu'un qui a l'argent, parce qu'il a l'argent, et il dit, bon, celle-là, je la veux, celle-là, je la fous. Mais elle n'a même pas, déjà, elle n'a pas l'âge de puberté d'abord. Un enfant qui a 15 ans, quand la personne, il a l'argent, et il a tout, on dit il a les immeubles, tout ça là-bas. Il faut lui donner ça. Il y a déjà des malentendus entre le mari et la femme, et peut-être c'est la femme qui veut que sa fille soit mariée comme ça, ou bien c'est le mari. Et déjà, au lieu de s'entendre pour sauvegarder leurs enfants, non, ils laissent leurs enfants comme ça là, dans la main de quelqu'un qui est riche, peut-être. Et la richesse là, c'est pour un temps peut-être. Après quelques années seulement là,
la richesse se clôt et puis c'est fini. C'est les problèmes qui surviennent. Je voudrais vous donner la parole aussi pour justement les causes, et ça va être le dernier aspect qu'on va aborder rapidement, les causes qui peuvent alimenter davantage la survie du phénomène. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, au nombre des causes, il y a également cette question de la perception que les parents ont de leur enfant. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui se disent qu'un enfant, c'est une richesse dans laquelle voilà, ils ont investi et il faudrait qu'ils puissent avoir un retour sur investissement. Donc, ils considèrent l'enfant juste comme un objet qu'on lègue pour pouvoir renforcer des liens familiaux ou perpétrer certaines cultures. Tout à l'heure, vous avez parlé d'honneur. Voilà. Donc, dans certaines cultures, c'est un honneur, par exemple, d'avoir une épouse mineure qui a été séquestrée. Et cela, c'est des choses vraiment qu'il faille décourager. Il y a également cette question-là où la jeune fille est mise en mariage selon les parents pour la protéger, pour la mettre à l'abri du manque, à l'abri du besoin. Et ils le font contre des sommes dérisoires ou des promesses sans valeur, sans tenir compte ni du consentement, ni de la volonté ou de l'intérêt supérieur de cette fille-là. Encore que, Maître Atadé l'a dit tout à l'heure, le consentement dans ce cas-là n'a pas de raison d'être, parce que la place d'une enfant, ce n'est aucunement au niveau d'un foyer. Alors, je voudrais revenir également sur l'extrait que nous avons visionné tout à l'heure, très rapidement, pour saluer réellement la mobilisation de tous les acteurs pour prêter main forte et encourager également celles-là qui vivent ces situations à se rapprocher des structures indiquées et adéquates pour qu'elles puissent bénéficier d'accompagnement. Il y a également ces mères qui sont arrivées dans leur foyer par le biais de ces pratiques-là, qui ont vécu ce traumatisme-là et qui sont en train de vivre une certaine résignation, qui se disent, voilà, si moi je l'ai supporté, eh bien ma fille aussi peut le faire. C'est pour dire un peu que ce sont des choses à décourager. Ce sont des choses à décourager et nous sommes là pour pouvoir vous accompagner à refuser cet état de choses-là. Donc, en tout cas, c'est ce que l'IFMA fait au quotidien. On s'est vraiment vu dans l'extrait, ça relate textuellement le type de cas que nous accompagnons depuis une vingtaine d'années. On va examiner les conséquences du phénomène sur d'abord la jeune fille, mais aussi sur la communauté. Vous avez commencé à poser cette équation que une jeune fille en mariage précoce, c'est une question de développement qui est en jeu. Comment ça? Mais oui, c'est une question de développement qui est en jeu. La jeune fille qui est envoyée en mariage, c'est cette jeune fille-là qu'on soustrait d'abord du système éducatif. Ça veut dire qu'on ne lui offre plus l'opportunité d'apprendre. On ne lui offre plus l'opportunité d'avoir une plus-value qu'elle doit apporter à la société. On ne lui offre plus l'opportunité d'aller au bout de ses ambitions. Parce que tout enfant qui commence l'école tout de suite, même à de petits rêves. À de petits rêves, je veux être médecin, je veux être docteur. Il y en a qui vous disent, je veux être comme vous, madame. Alors, du moment où elle commence l'école et que sur le cursus scolaire, on l'arrache de ce lieu de formation ou de ce lieu d'apprentissage, on brise ses rêves. Quand on brise ses rêves, c'est la communauté qui paie. La communauté paie une fille qui devrait pouvoir venir en communauté avec le plus qu'elle a reçu de l'instruction, de l'éducation pour bâtir sa communauté. Si la communauté paie, c'est l'État en général qui paie. Parce que cette fille-là, à qui on devrait donner des éléments pour améliorer, qu'est-ce que je dirais, ses connaissances, pour apporter en elle ce changement humain, n'a plus cette opportunité. Elle n'a pas la capacité alors de prendre des décisions adéquates. Elle n'a pas la capacité de venir sur des tables de discussion. Elle n'a pas la capacité d'accéder à certaines fonctions, à certains métiers. Donc,
en général, c'est le pays qui paie, puisque la fille ne peut plus venir avec son plein potentiel contribuer au développement du pays. D'où la question du développement. Mademoiselle Soumratou Moussa, oui, quelles sont les conséquences d'un mariage précoce? Les conséquences des mariages précoces sont multiples. Déjà, au niveau de la jeune fille, elle subit un certain traumatisme. Et ce traumatisme peut se refléter dans l'éducation qu'elle donne à ses enfants plus tard. Oui. Parfois, madame parlait tout à l'heure de la résignation. Nous avons remarqué des cas où des jeunes filles mariées très tôt croient qu'il est nécessaire qu'on marie elle aussi sa fille très tôt. Donc, après le serpent qui se mord la queue, ça continue. Et même dans l'orientation professionnelle, dans les études, elles disent aux filles qu'il faut qu'elles n'aient pas des ambitions politiques, par exemple, parce qu'il faut qu'elles soient femmes au foyer, et qu'il ne faut pas faire des métiers techniques, qu'est-ce qu'elle va faire en tant que femme ingénieure solaire? C'est tout un manque à gagner qu'on a, parce que le problème limite les ambitions et aussi le développement. Il y a les taux de déscolarisation qui s'accroissent, et aussi nous avons les abandons même des apprentissages. Nous avons des filles qui sont vraiment très bien quand il s'agit de leur domaine d'apprentissage, mais lorsqu'il y a ce mariage forcé, ça les coupe et elles restent à la maison, elles deviennent femmes au foyer. Et elles n'osent pas faire même des activités génératrices de revenus parce qu'elles ont peur de ce que leurs maris vont leur dire. Maître, attendez. J'aime dire qu'une fille qu'on enseigne est une nation qu'on gagne. Parce que qui élève nos garçons, qui élève nos enfants, qui nous élève, ce sont les femmes. Et nous allons toujours avoir le réflexe d'apprendre à nos enfants ce que nous-mêmes, on nous a appris plus tôt. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un cercle. Une femme à qui on a dit va en mariage tôt, qui a porté la responsabilité de s'occuper de ses parents, attendra et enseignera ce retour-là à sa fille. Et nous perdons tous en fait. Cela me rappelle une publication très drôle que j'ai vue il n'y a pas longtemps. Un homme qui, il y a quelques années, a publié qu'il était très important que nos filles soient mariées un peu plus jeunes, 14-15 ans, pour pouvoir leur permettre de s'occuper de leur famille. Et il n'y a pas longtemps, il a publié un autre texte où il disait il faut que nos épouses soient consultées uniquement par des gynécologues femmes. Et comme Internet a de la mémoire, eh bien, on a fait la capture d'écran de ces deux publications pour lui demander mais à quel moment nous avons des médecins gynécologues femmes lorsque vous-même, vous avez déjà envoyé toutes vos filles en mariage. Et ça, c'est très important qu'on y réfléchisse. Monsieur Roland, Diawali, oui. La question du mariage des enfants est un véritable drame que des milliers d'enfants vivent. Au-delà des conséquences en termes de décrochage scolaire, il y a aussi le fait que les filles vivent un véritable calvaire, c'est un chemin de croix au sein des ménages où elles sont. Sans parler maintenant de toutes les opportunités économiques qui les échappent. Ce n'est pas au moment où notre pays est en plein essor, où le tissu économique se construit bien et progressivement, que des milliers de filles seront mises hors de cette capacité de capter les ressources, de capter les opportunités que le gouvernement est en train de construire pour elles. Nous devons tous travailler à ce que ces filles-là soient en état d'aller à l'école, qu'elles apprennent, qu'elles bénéficient de toutes les opportunités et qu'elle ait la possibilité de choisir elles-mêmes le moment où avec qui elles veulent se mettre ensemble. Si elles n'ont pas cette possibilité-là, véritablement, c'est une descente aux enfers pour ces filles. Allez, on va faire un tour de table rapidement pour se demander comment est-ce que les actions se mènent sur le terrain pour que l'un ne marche pas sur les plates-bandes de l'autre et si véritablement les actions sont en synergie pour qu'on ait vraiment des résultats. Parce que vous l'aviez dit, les statistiques continuent d'inquiéter. Monsieur Roland. Merci, tout à fait. Comme vous l'avez vu dans l'extrait que nous avons présenté, c'est une synergie d'action véritablement efficace qui a permis d'avoir les résultats que nous avons suivis. Au départ,
c'est le mécanisme de dénonciation qui a très bien marché. Et ça, ce n'était pas gagné d'avance. Parce que dans nos communautés aujourd'hui, beaucoup de choses se passent, mais s'il n'y a pas des communautés éclairées, informées, qui connaissent les mécanismes de plainte pour donner l'information à qui de droit, le système ne fonctionnera pas. La ligne d'assistance aux enfants que le gouvernement a mise en place, les différents canaux de dénonciation que les organisations de développement que nous sommes avons mis en place au sein de ces communautés-là également, fonctionnent bien. C'est ce qui permet déjà que l'information sorte. À partir du moment où l'information est sortie, vous avez vu dans ce système, puisque c'est un cas que j'ai géré personnellement depuis le bureau national. La coordonnatrice départementale de l'INF était impliquée dans la gestion de ce cas. La responsable du guichet unique de protection sociale de la commune également a joué un rôle actif dans la gestion de ce cas. Les volontaires communautaires du parrainage de plan international au sein de ces communautés également ont joué un rôle magistral. Sans saluer maintenant les officiers de police judiciaire de ces commissariats-là qui nous ont accompagnés parce que gérer un cas qui a quitté le Bénin pour aller au Nigeria, contraindre les auteurs à faire revenir l'enfant, etc., n'était pas gagné d'avance. Et donc, tous ces acteurs ont travaillé de façon synergique pour que le cas soit véritablement bien géré. Et enfin, assurer un futur à travers une formation à une fille qui est revenue comme ça de ce genre de situation constitue également des mesures pour nous permettre véritablement de ne pas... Et là-dessus, qui prend le relais, c'est toujours Plan Bénin, c'est l'Institut de la femme, c'est le ministère à qui je donne la parole. Le ministère, on y va. Alors, si vous voulez, rapidement, nous avons entendu sur le plateau les causes du mariage précoce. Et pour lutter contre le mariage précoce, le gouvernement, bien évidemment, a attaqué ces causes-là, la pauvreté. Pour attaquer la pauvreté, le gouvernement a commencé déjà par lutter contre la pauvreté dans les familles, par les filets sociaux, un programme au ministère des Affaires sociales que nous appelons le programme Besoké, qui vient sortir le ménage d'une situation de pauvreté et la mener à une situation acceptable. Est-ce qu'on a des avancées vraiment avec le projet-là? Il y a des impacts? Le projet a commencé par donner ses résultats. En dehors du projet Besoké, nous avons également le projet Suède qui est fini. Et sur le projet Suède, en termes de maintien de filles à l'école, a eu vraiment des prouesses, il y a eu les résultats probants. Parce que le projet Suède déjà offre des kits scolaires aux enfants. Le projet Suède leur offre également des transferts monétaires parce qu'on a dit que c'est à cause de la pauvreté qu'il faut les soustraire de l'école. Il faut leur garantir alors un minimum pour qu'elles puissent vivre. Et le projet Suède, chaque fin du mois, envoyait des transferts monétaires aux filles qui sont maintenues et qui sont répertoriées. Et jusqu'à présent, même avec la fin du projet, ces filles continuent par bénéficier de ces mesures. Je vais encore citer d'autres. Un dernier rapidement. Nous avons dit que la communauté a un rôle important à jouer. Au niveau de la communauté, nous sommes en synergie d'action avec les leaders traditionnels, les leaders religieux qui célèbrent les mariages. Et ils sont formés. Et à leur niveau, nous avons déposé des registres qui leur permettent d'enregistrer les cas de mariage et qu'ils célèbrent dans leurs unités. Et chaque fois, ces séances de renforcement de capacité sont également des mesures pour sensibiliser contre le phénomène. Voilà tant d'actions que nous n'allons pas tout citer. Oui, il y en a une panoplie, certainement. Une panoplie. Oui. Le gouvernement également qui, dans son programme d'autonomisation des femmes, parce que quand la femme elle est autonome, elle prend bien soin de son enfant. Sur sa fille. Voilà, avec les projets de microcrédit qui sont passés désormais à leur phase 3 de 50 000 francs. On est passé aujourd'hui à 200 000 francs CFA pour les femmes. Toutes ces actions-là contribuent à lutter contre ces phénomènes-là. Et je pense qu'on va y arriver. C'est sûr. Maître Attendez, qu'est-ce que l'Institut fait quand on a identifié un cas, quand on l'a sauvé comme ça des griffes de ce phénomène-là? Le rôle de l'Institut, c'est de poursuivre après le mari et puis ça s'arrête là, c'est ça? Non, le rôle de l'Institut, c'est avant tout d'accompagner psychologiquement la victime parce qu'elle a vraiment besoin de retrouver un tant soit peu ce qu'elle a perdu. Est-ce que vous avez des moyens
d'assister comme ça psychologiquement les milliers de jeunes filles qui sont dans cette situation? Oui, aujourd'hui, nous avons des psychologues dans chaque département sur le territoire national qui sont présentes, qui ont mis à la disposition du public leur programme d'action, leur leur présence dans chaque guichet unique de protection sociale, ce qui permet à chaque victime de savoir qu'à telle date, la psychologue est à tel endroit, je peux aller la rencontrer, je peux me confier à elle. Les psychologues font aussi des descentes sur le terrain, ça leur permet quand même d'être en contact avec les victimes. Et très important encore, les psychologues sont dans les juridictions où vraiment les victimes viennent en premier lieu. C'est vraiment important pour elles de savoir qu'il y a quelqu'un là qui va m'écouter, qui ne va pas me juger. Mais fort de la personnalité juridique de l'Institut national de la femme, avec son mandat juridique et judiciaire, eh bien, notre expertise sera vraiment dans la répression. Depuis fort longtemps, nous avons des institutions, des ONG, des associations qui travaillent, qui sensibilisent, qui accompagnent. Mais à chaque fois qu'il faut aller devant la juridiction, que ce soit par menace, intimidation, la victime finit par se rétracter à un moment ou à un autre. Et on s'est dit, il est important qu'on aille au bout des procédures, que 2 ou 3 servent d'exemple pour tous. Et là, l'Institut national de la femme va vraiment entrer en force avec tout l'arsenal dont on dispose, que ce soit la présence des avocats, la collaboration avec le système judiciaire tout entier, pour accompagner, punir et s'assurer de vraiment l'exécution et l'application de la loi. Outre cela, eh bien, ça va être la réinsertion de la victime dans la société et dans tous ses droits à travers nos divers partenaires, les guichets uniques de protection sociale et tout ça, qui vont vraiment nous accompagner afin qu'à chaque étape, la victime soit sûre qu'elle n'est pas seule. Vous êtes en connexion avec toutes ces structures-là? Toutes ces structures, sans exception, et bien d'autres encore. Nous avons Yachigbo qui accueille les femmes qui vont faire un transit de 3 mois à 1 an, de 3 mois, oui, à 1 an, qui vont suivre des formations, qui vont avoir aussi des assistantes sociales, des psychologues sur le terrain, véritablement sur toute l'échelle. Ce que je voudrais que les victimes retiennent véritablement, c'est que vous n'êtes pas seul. À aucun moment vous n'êtes seul, que ce soit dans l'accompagnement psychologique, dans la réinsertion, dans l'accueil, lorsque la famille n'est pas encore prête à vous recevoir, le temps que les choses se calment, à aucun moment la victime n'est seule. Madame, oui, de Monafi, fondamentalement, est-ce que vous avez vraiment des facilités à être en connexion avec ces différentes structures, qu'elles soient étatiques ou internationales, pour que justement vos actions soient plus efficaces sur le terrain? Ou bien c'est seulement à la télé que vous les voyez? Quand vous frappez, ces structures, elles ouvrent vraiment? Oui, elles ouvrent. Déjà parce que nous avons l'avantage de collaborer avec des organisations internationales comme Plan International Bénin qui nous met en collaboration. En tant qu'organisation de jeunes, nous travaillons avec les chefs CPS et au niveau des SCPS, les GUPS actuels, et au niveau des GUPS, il y a des points focaux. Toutes les femmes... C'est fait exprès que ce soit des femmes majoritairement? Oui, c'est des femmes qui sont au niveau des GUPS, qui sont ces points focaux-là et qui parlent aux femmes, aux filles qui sont victimes des mariages forcés, et des mariages d'enfants, mariages forcés et autres violences basées sur le genre. Donc c'est plus... Oui, sur la question, vous demandez tout à l'heure si c'est fait exprès. Au fait, il faut dire qu'il faut avoir un intérêt à la chose. Quand vous n'avez pas un intérêt à la chose, vous ne pouvez pas contribuer. Mais les hommes aussi ont un intérêt à la chose. La preuve, ils sont bien là, ils écoutent, ils sont attentifs. J'ai dit majoritairement, je n'ai pas dit qu'elles sont uniquement de femmes. Il y a des hommes également. Alors, on remarque que la question de lutte contre les violences basées sur le genre, d'abord, concerne prioritairement la femme. Elle se sent engagée d'abord. Et les hommes également, avec la prise de conscience, les hommes s'engagent, qui sont là, les hommes, les leaders religieux qui nous accompagnent également, qui viennent dans une synergie d'action pour que chacun concourt à l'atteinte des objectifs. Alors, lorsque la victime elle-même, elle est revenue en famille, elle est insérée ou l'insertion réussit, la victime n'est pas laissée en dehors du suivi psychologique, du suivi dont elle peut bénéficier. Elle est également envoyée en apprentissage si c'est son souhait. Et lorsqu'elle finit l'apprentissage, elle reçoit des kits d'installation pour qu'elle commence son activité. Alors, si elle ne veut pas aller en apprentissage, elle reçoit également des fonds
pour aller dans des activités génératrices de revenus et avec un suivi constant. Elle bénéficie également des formations en éducation financière et tout. Tous ces éléments-là sont organisés au niveau du ministère de la Famille. C'est tout un tas de paquets de services qu'on offre à la victime et ceci ne saurait être possible si on n'avait pas l'accompagnement de nos partenaires. Plan Bénin est là, je vais citer également l'UNICEF, je vais citer EDICO, je vais citer SOS et même l'UNFPA. Tous ces acteurs-là nous accompagnent pour qu'ensemble nous puissions lutter efficacement contre ces fléaux-là qui sont vraiment des gangrènes pour l'émergence de notre pays. Oui, je veux passer un mot. J'aimerais aussi ajouter que les associations de jeunes contribuent fortement à la lutte contre ce phénomène. Déjà au niveau des causes et après au niveau des conséquences. Nous ne mettons pas en marge les hommes parce que beaucoup d'associations de jeunes intègrent aussi les hommes et nous promouvons la masculinité positive. Nous avons remarqué que les causes aussi, c'est les grossesses précoces. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons beaucoup d'activités comme des causeries éducatives où nous sensibilisons sur les méthodes contraceptives, sur l'avortement sécurisé. Si la fille pense qu'elle n'est pas vraiment prête, alors elle n'est pas prête pour accoucher et pour aller en mariage. Nous communiquons sur aussi l'autonomisation, les emplois verts et nous essayons aussi de travailler avec les victimes de VBG, les victimes de mariage forcé, de mariage précoce pour qu'elles se réinsèrent dans la société et qu'elles aient une autonomie. C'est surtout ça, qu'elles aient cette autonomie sociale et financière. Madame Azimpaka, on va finir rapidement parce que le temps il est parti. Accompagner ces survivantes de mariage forcé, de mariage précoce, la synergie vient apporter toute une différence. Donc, aux côtés du gouvernement, nous également avons un dispositif d'accompagnement intégral de ces survivantes-là, que ce soit par rapport à l'accompagnement psychologique, par rapport à l'accompagnement sanitaire, et également la réinsertion socio-professionnelle. Est-ce que vous avez des connexions avec Monafi ou bien vous avez vos partenaires à part, Monafi a ses partenaires à part et Plan Bénin a ses partenaires à part? Comment vous faites? Ah non, c'est certain que nous nous retrouvons au sein de Creuset, vous avez un Creuset qui nous permettent quand même d'échanger et de voir comment renforcer la collaboration à chaque fois. Monsieur Roland, on va conclure. Oui, je voudrais rappeler à tous que la lutte contre le mariage des enfants au Bénin est sur une très bonne voie. L'engagement du gouvernement en faisant de cette lutte-là un programme nous donne, nous, l'assurance que les organisations de développement que nous sommes pouvons jouer pleinement notre partition en agissant à 3 niveaux. Au niveau communautaire, au niveau du renforcement des organisations de jeunes, mais également au niveau stratégique à travers les différents plaidoyers, que ce soit pour l'amélioration et l'application du cadre légal qui est actuellement là, que pour la mise en place d'opportunités à l'endroit de tous les jeunes qui sont actuellement touchés par ce phénomène-là. Et Plan International entend jouer sa partition dans ce concert d'acteurs qui œuvrent dans la campagne Tolérance Zéro au mariage des enfants au Bénin. Et nous serons là pour jouer notre rôle. On espère bien mobiliser. Ah oui, lui là a fait un mot pour... Oui, allez-y, on est vraiment à la fin, hein, vous allez être bref. Je réponds au nom de Tante Marius, je suis le président du réseau des associations pour l'autonomisation des jeunes d'Aguaïzo. Ah tiens. Et nous travaillons en partenariat avec l'ONG FADEC sous Plan International Bénin. C'est ça. Et nous avons eu beaucoup de cas où, à travers le projet EDUCO, comme la madame qui représente le ministère vient de le dire, Madame Alassane, Madame Alassane, on essaie de dénoncer les cas. Et si on est arrivé à comprendre la pertinence de ces situations, c'est grâce à Plan International Bénin que je profite de l'occasion pour remercier infiniment. Et c'est pour rendre ces femmes-là autonomes. Nous qui sommes des jeunes autonomes, qu'il y a le côté autonomisation à travers l'entrepreneuriat des jeunes, où chaque année, il y a beaucoup, des centaines
de jeunes comme moi qui suis ici, qui sont financés. On nous forme d'abord dans un secteur vert donné que nous choisissons et après tout, on nous finance pour que nous travaillions sur le terrain pour devenir quelqu'un. Donc, à travers ce canal, je remercie infiniment Plan pour ce travail. Oui, on va aller à gauche pour ne pas faire de jaloux puisqu'on est resté à droite. Oui, Sa Majesté. Je vous remercie beaucoup. Je remercie le Plan international pour l'acte qu'il vient de poser pour nos jeunes filles, pour la fête du GIFI, la journée internationale de la jeune fille. Oui. Et également, je vous dis que nous avons parlé beaucoup de choses sans oublier que le mariage précoce crée beaucoup de problèmes à nos filles et pour les maladies sexuellement transmissibles. Je remercie beaucoup ABMS, Association Bénin de marketing social, qui finance qui prend les produits et aussi qui subventionne les produits, qui met ça à la portée de tous nos enfants de 10 ans, 24 ans. Également, qu'il y a des maladies sexuellement transmissibles, il y a aussi des maladies comme la maladie qu'on appelle, j'ai oublié son nom maintenant. Ça intervient comment? Ça fait quoi? Où les enfants mineurs, quand ils sont malades, on les amène jusqu'au nord pour les faire traiter. Et ça, il dépend jusqu'à 13 millions. Fissure obstétricale. Ah, d'accord. Donc, cette maladie, c'est des maladies où nos pauvres paysans n'avons pas les moyens pour les faire traiter. Et les filles, là, souffrent de cette maladie. On les amène au nord. Si on dit à un paysan... À cause du mariage précoce. Quand on dit à un paysan de payer jusqu'à 13 millions maintenant, donc, nous avons dit à nos enfants d'être éveillés. Les dénonciations sont très, très, très importantes. Et le numéro 138, n'oubliez pas, si vous appelez le numéro 138, vous allez parler pendant 2 heures de temps sans rien payer. Juste pour dénoncer, les gens vont s'ennuyer. Hein, merci. Il faudra aller directement, oui, passer le micro juste à côté de vous. On va faire vraiment bref. J'ai l'impression que c'est à la fin qu'on est très inspiré maintenant. Allez-y. Merci, monsieur le journaliste. Oui. Je suis Jérémine Degbo, membre de Monafi. Alors, puisqu'on est à la fin, j'aimerais passer un message à toutes les jeunes filles qui sont confrontées à ce genre de situation. Oui. Alors, j'aimerais te dire, jeune fille, si tu nous suis actuellement, sache que nous sommes des jeunes qui militons pour ton droit, pour tes droits. Alors, sache que tu as le droit à l'épanouissement, tu as le droit d'être éduqué. Et nous, on veut vraiment que ce Bénin, que ce pays soit dans quelques années beaucoup plus développé. Et pour cela, nous avons besoin de toi. Alors, si tu te retrouves dans ce genre de situation, si peut-être tes parents ou ton environnement ne te permet pas de dénoncer, alors je dis merci à papa et j'aimerais aussi demander à madame la représentante de l'INF de nous rappeler tous ces numéros-là qu'on peut appeler pour pouvoir dénoncer ce genre de situation. Alors, sache qu'il y a plein d'acteurs qui existent et qui militent pour ton droit. Merci. Merci. Pasteur? Merci au Plan Bénin et à tout ce que le gouvernement fait. Merci à vous tous qui êtes là. Dieu nous veut heureux. Dieu nous veut heureux, hommes et femmes. Et singulièrement, malgré les potentialités que regorge une femme, la Bible lui dit d'elle qu'elle est un être faible. Alors, si c'est le cas pour la femme, qu'en serait-il pour une fille? Donc, la femme a besoin plus d'attention. La femme a besoin plus de tendresse. La femme a besoin à ce qu'on l'accompagne. Et puis, pour une fille, nous avons besoin de l'orienter, de lui montrer la voie, de devenir responsable pour que ça ne soit pas seulement l'homme qui soit responsable, mais aussi la femme pour cette symbiose de complémentarité. Merci beaucoup à vous, pasteur. Merci, chers jeunes, cher public. Je dois clôturer cette émission, s'il vous plaît. Je ne sais pas si ensemble, peut-être, on pourrait passer un message, mais là, je ne pourrais pas. Comment? Ah, le numéro.
Vous voulez dire quoi à la fin, Madame Alassane? Mais bien sûr, il faut réaffirmer l'engagement de l'État béninois. Vous voyez, l'État béninois a fait l'option d'une vision. C'est de mettre le social, c'est d'abord d'avoir un social centré, un social structuré et centré sur la dignité humaine. Et parce que le social est centré sur la dignité humaine, le social se veut un social responsabilisant, un social durable. Et pour y arriver, on a besoin de la jeunesse qui prend conscience. C'est déjà cela qu'il faut saluer. Cette jeunesse qui prend conscience, nos leaders religieux qui nous accompagnent, nos partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent également, tous ces acteurs-là qu'il faut remercier et dire que le Bénin est en train de progresser. Il n'est pas question qu'un seul fils ou une seule fille du Bénin manque à l'appel. Maître. Le 114, c'est le numéro vert totalement gratuit et le numéro WhatsApp, c'est le 01 51 07 88 88. Sans oublier le 138 qui est le numéro dédié aux enfants du ministère des Affaires sociales et de la microfinance qui est ouvert 24 heures sur 24 tous les jours. On va rappeler le numéro WhatsApp. Le numéro WhatsApp, le 01 51 07 88 88. Quelqu'un m'a promis un slogan par ici tout à l'heure. On y va, on va clôturer cette émission, chers messieurs et dames. Oui, on y va. C'est vous? Allez-y. Oui, on y va. Oui, qu'on va prononcer ensemble le temps de mettre fin à cette émission. Les conclusions, ça va être certainement pour un autre numéro. Plan Bénin, vous êtes disponible, non? Canal 3 est en tout cas disponible pour encore enregistrer une autre émission, toujours en faveur de la lutte contre le mariage des jeunes filles non majeures. Oui. Ok, merci beaucoup. Si je dis jeune pour jeune, vous répétez jeune derrière jeune. Jeune pour jeune, jeune derrière jeune. Et pour finir, vous dites jeune pour le développement durable. C'est bon? Jeune pour jeune, jeune derrière jeune. Jeune pour jeune, jeune derrière jeune. Jeune pour jeune, jeune pour le développement durable. La voix des filles, l'avenir du Bénin. La voix des filles, l'avenir du Bénin. La voix des filles, l'avenir du Bénin. Merci à vous, chers participants à ce moment de discussion. Merci à chacun et à tous, à divers niveaux. Merci aussi à l'équipe technique qui m'accompagne. Merci encore une fois à Plan Bénin qui a initié cette émission avec ses différents partenaires. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission spéciale consacrée justement à la question du mariage précoce des jeunes filles. C'était à l'occasion donc de la Journée internationale de la jeune fille. Vous aviez été là de bout en bout pour nous suivre sur les causes, les conséquences, les témoignages aussi. Et par ailleurs, les actions qui sont entreprises par les différents partenaires engagés dans la lutte. Merci d'avoir été des nôtres. D'ici là, vous portez très bien et au prochain rendez-vous.